14 mars 1976, Addis Abeba. Le site national de Guinée s'apprête à vivre l'apogée de son existence. Une finale de Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc. Chéri Souleymane, Papa Camara, Petit Souris, N'Djolea, ce sont les artificiers de ce qui est considéré à l'époque comme la plus grande équipe africaine. La technique, le jeu, les trophées. L'ossature du Afia enchante l'Afrique dans les années 70. Cette finale doit être l'apothéose, la récompense d'un travail acharné. Et cela commence bien. Le Ballon d'Or africain 1972, Chérif Souleymane, ouvre le score pour la Guinée. Malheureusement, l'attaquant marocain Baba égalisera en fin de match et offrira la victoire au Lion de l'Atlas. Qu'à cela ne tienne, cette finale doit servir de tremplin à la Guinée, l'installer chez les grands d'Afrique et de connaître de nombreux succès dans les années à venir. Mais la trajectoire sera tout autre. En 45 ans, le football guinéen n'aura connu que l'échec, la désillusion et la honte. Des dirigeants abjects, des joueurs indignes, des résultats cataclysmiques. Au lendemain d'une nouvelle humiliation lors des qualifications de la Coupe du Monde 2022, et avant même de parler de sélectionneurs, il est temps de se consacrer aux problèmes de fond du football guinéen. Ce Sili national nous a offert un spectacle affligeant, sans âme, sans idée, sans talent. Une formation désastreuse, une fédération incompétente, un savoir presque nul, les soucis sont innombrables. Ensemble, on va essayer de détailler tous les problèmes, toutes les anomalies rencontrées par le football du pays déjà plusieurs décennies. Un chantier qui n'est pas prêt d'être finalisé. Le footballeur guinéen est sûrement le plus à l'aise balle au pied en Afrique de l'Ouest. Une technique peaufinée dans la rue pour la plupart, dans les coins les plus insalubres du pays. Malheureusement, la technique ne suffit pas pour s'établir au haut niveau. En plus d'être optimisée, elle doit être accompagnée d'une intelligence tactique, de la créativité, une capacité à faire les bons choix. On a pu voir des joueurs comme Titi Camara ou Fodé Mansari qui étaient pétris de talent mais très désorganisés sur le terrain. Une capacité à éliminer plusieurs joueurs puis à pêcher dans le dernier geste. Le plus important. Le diagnostic est clair, le manque de formation a nui à leur carrière. Une carrière certes respectable, mais qui aurait pu être bien plus conséquente. Et tout cela s'apprend dans des centres dirigés par des éducateurs professionnels, pouvant exploiter le talent des jeunes prodiges pour en faire des joueurs de haut niveau. Des centres avec des infrastructures dignes de l'ambition d'un peuple, loin de l'état actuel de la Guinée. À travers la formation, un pays peut également se créer une identité nationale, une identité de jeu, un sentiment d'appartenance, un projet qui va dans le même sens. La pérennisation du football guinéen dans le top africain. C'est l'un des favoris de Nordine Kourichi. Oui, c'est peut-être la surprise. Des modèles déjà bien rodés dans plusieurs pays africains, notamment avec les académies du technicien français Jean-Marc Guillou. Ancien international français dans les années 70, il a fait également ses preuves en tant qu'éducateur en Côte d'Ivoire, en Algérie et récemment au Mali pour n'y citer que. La Côte d'Ivoire a pu profiter d'une génération dorée avec des talents comme Yaya Touré, Kolo Touré, Aruna Dindan, Didier Zokora, Bakary Koné ou encore Romaric. 3 qualifications consécutives en Coupe du Monde, 2 finales et une victoire à la CAN 2015. Un succès probant. Le Paradou en Algérie a pu bénéficier des talents du joueur de Gladbach, Rami Bessenbaini, et d'Iniswa Youssef Attali Chemboudaoui. Le Mali qui s'est qualifié en barrage de la Coupe du Monde est composé d'une ossature qui est passée par l'académie de Jean-Marc Guillou. On peut noter le milieu de Hoffenheim, Djadje Samasekou, le joueur de Leipzig, Amadou Aïdara, et le talent de Salzbourg, Mohamed Kamara, le nouveau phénomène de Lens, Chetou Kouré, la pièce maîtresse de Brighton, Yves Bissouma, ou encore le latéral gauche de Troyes, Youssouf Koné. Une équipe pleine de talent, un jeu alléchant, le Mali voit grand pour l'avenir. Au Sénégal, on peut compter sur les écoles de Génération Foot et Jambars, qui ont produit des phénomènes tels que Sadio Mané, Gana Gueye, Ismaïla Sarr. Plus récemment, Pape Matar Sarr ou Bamba Dieng. Une réussite pas anodine au succès actuel de la sélection.
Génération Foot en particulier utilise le système de club affilié avec le FC Metz depuis 2003. Un partenariat payant pour les deux parties, le FC Metz ayant sorti beaucoup de joueurs sénégalais depuis et revendus à prix fort. La Guinée avait pu adopter ce modèle au milieu des années 2000 avec Le Mans. Et cela avait été assez concluant puisque sur 5 recrues, Idrissa Silla et Guy-Michel Landel ont pu faire des carrières plus que respectables. Une piste à suivre pour l'avenir des jeunes talents guinéens. C'est seulement en 2020 que le premier centre de formation a vu le jour en Guinée par l'intermédiaire de l'académie AFAS d'Antonio Soare. Un projet innovant, plein d'ambition et surtout très important pour le développement du football guinéen. Le technicien français Alexandre Jurin, expatrié en Afrique depuis 9 ans, a été choisi pour être au cœur du projet et mener la mission à bien. La génération 2005 est la première fournée produite par le centre. Plein d'espoirs sont placés en eux. Un bon moyen de créer un cadre idéal pour le travail. Obtenir un véritable suivi et de meilleurs partenariats pour les jeunes talents du pays. En effet, ces dernières années, beaucoup de jeunes qui ont pu briller lors des compétitions internationales juniors ont vu leur carrière freinée par un mauvais entourage. On peut penser à Djibril Fagné Touré, véritable sensation de la CAN et du mondial U17 en 2017. Il avait pu inscrire 7 buts à seulement 14 ans. Le jeune attaquant a dû attendre 4 ans pour trouver un club professionnel en s'engageant avec le club anglais de Watford, avant d'enchaîner un prêt raté à Charleroi. Il se retrouve aujourd'hui en 2e division autrichienne et a pu enfin effectuer ses débuts en professionnel. S'il y a bien un fléau qu'il est temps de pointer du doigt dans le football guinéen, c'est bel et bien la fraude sur l'âge. Une pratique devenue trop courante. Pour être plus facilement détecté par des clubs tout en ayant un physique développé, des jeunes Guinéens n'hésitent pas à prendre contact avec des établissements administratifs pour obtenir un nouveau passeport. Plusieurs années en moins sur la date de naissance contre quelques milliers de francs guinéens. C'est le deal. Une fraude qui a des conséquences qu'on peut facilement observer. Beaucoup de joueurs guinéens deviennent de moins en moins performants dès l'âge de 26-27 ans. Des blessures à répétition, des efforts réduits et des carrières qui coulent aussi vite qu'elles ont débuté. Cela pose de gros problèmes au niveau du réservoir de joueurs et complique fortement le fait de composer un effectif compétitif. Lors de la CAN U17 en 2019, pas moins de 3 joueurs guinéens ont été recalés lors des tests IRM révélant des fraudes sur l'âge. Mais cela n'a pas suffi. Le Sénégal portera une réclamation à la CAF contre 2 joueurs guinéens, qui sont allés jusqu'en finale du tournoi et qui ont utilisé 2 passeports différents en 1 an. Un passeport a été utilisé pour la Coupe internationale des moins de 16 ans organisée au Japon. L'année de la date de naissance est en 2001. Et l'autre pour le tournoi final de la CAN U17 en Tanzanie, qui a indiqué l'année de naissance comme étant en 2002, qui montre clairement qu'il y a une falsification. Cela a valu une disqualification de la Guinée pour le mondial de la même catégorie. Une corruption que les autorités guinéennes devront contrecarrer au plus vite. Si le footballeur guinéen s'est toujours caractérisé par sa facilité dans le dribble ou le beau geste, il a également montré qu'il est facile pour lui de chavirer mentalement, montrant un tempérament quasi nul et un manque de volonté criant. Dans les grands moments, le Sili est incapable d'élever son niveau, se révolter et sortir un côté guerrier pour gagner un match. On peut se rappeler des grands craquages mentaux ces dernières décennies, comme l'a fait ses 5-0 contre la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2008, les défaites face au Mali et au Sénégal lors des CAN 2004 et 2006, après avoir mené au score, ou encore plus récemment la défaite 3-0 contre l'Algérie en 2019. On peut aussi constater que cette faiblesse se propage même face aux équipes jugées inférieures. La Guinée est incapable d'assumer son statut de favori. On peut se souvenir de cette élimination ahurissante lors du barrage pour la CAN 2013 face au Niger. Et plus récemment, cette incapacité face au Soudan et la Guinée-Bissau. La Guinée démontre une faillite mentale très importante et qui se transmet de génération en génération. Cela s'explique également par la nuisible mentalité individuelle d'énormément de joueurs durant leur carrière. Pour illustrer mes propos, j'ai décidé de citer 5 joueurs. 5 grands joueurs guinéens avec beaucoup de talent mais qui ont vu leur carrière freinée à cause de leur faillite mentale. 5 joueurs sur lesquels je vais détailler 5 défauts. Leurs pires défauts. Ces défauts sont représentatifs des maux de la grande majorité des footballeurs guinéens. Preuve que le travail doit être fait en amont. Tout d'abord, Pascal Findeno et le refus d'aller plus haut. Pascal Findeno était un génie, mais Pascal Findeno ne voulait pas le montrer tous les jours. Il se complaisait dans son irrégularité et le fait de se contenter d'une équipe d'un standing moindre. Pourtant courtisé par de grands clubs comme Liverpool, le Napoli ou encore le Betis durant son apogée en 2008, il refusera et s'envolera vers le Qatar. Il ne retrouvera plus jamais son niveau d'antan après son séjour dans le Golfe. Ismaël Bangoura a eu un grand manque de personnalité à Rennes. Après une première saison ratée avec notamment une relation tumultueuse avec son entraîneur Antonetti, un boulevard se présentait à lui pour prendre la pointe de l'attaque rennaise après les départs d'Assoma Gyan et Jimmy Briand. Alors que l'attaquant guinéen avait l'occasion de faire mentir son entraîneur, ses supporters et son président qu'il était loin d'être un flop à 12 millions d'euros, il décidera de s'envoler aux Émirats Arabes Unis à seulement 25 ans.
Un manque de combativité qui lui coûtera cher puisque sa carrière s'est totalement enlisée par la suite. Un gâchis pour une personne qui avait débuté sa carrière d'une manière tonitruante avec Le Mans et le Dynamo Kiev. Sadio Diallo a fait preuve d'une incroyable capacité à rebondir. Pourtant, il avait pu montrer son talent incroyable avec une année d'exception avec Bastia. Mais à l'été 2012, il décide de s'engager à Rennes à 22 ans. Son expérience sera très compliquée, il finira la saison sans aucun but. Son échec en Bretagne a totalement stoppé sa progression et l'a brisé mentalement. Après de nouveaux échecs à Lorient, Bastia et Yeni Malatyaspor, l'international guinéen végète aujourd'hui en 2e division turque en tant que remplaçant. Souleymane Youla est la peur du haut niveau. Souleymane Youla a été considéré comme un jeune phénomène mais a réussi que dans des clubs modestes, comme l'Okren ou Gençler Birliği. Dès que l'occasion s'est présentée de monter d'un étage, tout d'abord avec Anderlecht, puis le Beşiktaş et Lille, l'attaquant du Sili s'est liquéfié et n'a pas assumé le statut qu'on lui demandait. Il quittera d'ailleurs Beşiktaş au bout de 6 mois. Il dirait qu'il n'a pas pu assumer la pression des supporters, qui n'hésitaient pas à le conspuer à chaque fois qu'il faisait une mauvaise prestation. Mamadou Ba était un grand talent. Milieu de terrain technique capable de marquer des buts, il était prédestiné à être le nouveau leader du Sili national. Il quittera Strasbourg en national pour la Bundesliga et Stuttgart à l'été 2010. Mais Mamadou Ba était aussi un joueur indiscipliné. Retard à l'entraînement, absence à la reprise, rendez-vous médical séché, problèmes extrasportifs et une hygiène de vie douteuse. Tout cela, il finira par le payer. Il ne jouera que 10 matchs en 3 saisons avec le club allemand. Après ces aventures désastreuses, il ne retrouvera plus jamais un club professionnel, alors qu'il n'avait que 24 ans à l'époque. Un travail important devra être mis en place pour préparer la jeunesse guinéenne au défi mental que requiert le haut niveau. Cela est un grand enjeu. Depuis plusieurs années déjà, le football nord-africain domine totalement le continent. À travers la Ligue des Champions, la CAN et la Coupe du Monde, les pays maghrébins et l'Égypte se sont installés en patrons du football africain, gros dames de la concurrence subsaharienne. Et ces pays l'ont bien compris. Ces succès passent par la compétitivité du championnat local. L'hégémonie de Al-Ahly et du Zamalek ont permis à l'Égypte de remporter 3 CAN consécutives. La Tunisie profite de la forme de l'Espérance de Tunis, de Sfax ou encore du club africain pour être régulier sur le plan international. On peut même citer la sélection congolaise qui avait retrouvé ses lettres de noblesse au milieu des années 2010 avec le succès conjoint du TB Mazembe sur le continent africain. Si le Roya apporte une étincelle, c'est encore trop peu pour le développement du championnat guinéen. On le constate avec les résultats catastrophiques du Wakria, Kaloum ou encore Santoba dans les compétitions continentales. De plus, on peut se rappeler des joueurs comme Sonkon, Pai Kamara ou Sekou Ahmed Kamara, qui étaient les meilleurs représentants du championnat guinéen, qui ont totalement disparu de la circulation en Europe, n'ayant pas du tout le niveau. Les infrastructures sont aussi un problème notable. La plupart des matchs du championnat se jouent sur le pauvre stade du 28 septembre, totalement vétuste et à la ramasse depuis des années. En dehors de Conakry, aucun stade aux normes n'est à la disposition des équipes, les poussant à des voyages éreintants jusqu'à Dixine pour pouvoir jouer. Un championnat faible, et un championnat qui ne dispose d'aucune vitrine puisqu'il n'est pas télévisé. Aucun business audiovisuel n'est généré, et les joueurs du championnat guinéen sont dans l'ombre, loin des yeux des expatriés ou des recruteurs. Un seul but a suffi. Après 180 minutes de lutte, l'Algérie est au paradis. La hargne, la combativité, le côté guerrier, et surtout l'amour des Algériens pour leur pays en 2009 lors de la qualification à la Coupe du Monde 2010. Un patriotisme qui touche même les natifs de France. C'est cela qui a fait la différence pour éliminer le géant égyptien, qui terrorisait le continent. Un contraste terrifiant quand on regarde du côté guinéen. Des joueurs qui sèchent la sélection, inventent des blessures, ne répondent pas aux convocations, qui préfèrent partir en vacances, se marier, ou encore qui dansent sur les réseaux après des contre-performances en plus d'avoir été mauvais individuellement. Un manque de sérieux affolant de la part des Guinéens. En comparaison avec les joueurs des années 90-2000 qui partaient en clash pour aller rejoindre le Sili national,
Les Guinéens aujourd'hui prennent plus de risques pour leur club et voient souvent la sélection comme une corvée, une punition. Un sentiment d'appartenance et un patriotisme en deuil qui fait beaucoup de mal à l'équipe. Le manque d'infrastructures empêche la montée des jeunes générations. De plus, les politiciens utilisent leur pouvoir pour intervenir dans le football. En 2000, alors bien en place pour disputer son premier mondial, le Chili sera disqualifié des qualifications par la FIFA, car le ministre des Sports décidera de dissoudre la fédération sans vraie raison apparente. Un désastre regretté par beaucoup. En Guinée, le sélectionneur ne joue qu'un rôle marginal. Ce sont parfois les politiciens qui décident principalement de la composition des équipes. Sûrement une des raisons pour lesquelles les choix des sélectionneurs peuvent paraître étranges, incompréhensibles à première vue. La Guinée se retrouve régulièrement avec des sélectionneurs d'un piètre niveau, incapables d'analyser et faire jouer une équipe. Le facteur numéro 1 est de garder la main mise sur les choix. Et les meilleurs postulants sont les entraîneurs européens sans CV et sans ambition pour les pays, qui acceptent d'être des marionnettes pour 20 000 € par mois. On ne peut plus citer le nombre de fois où DJ Six a dû rendre en retard la liste des sélectionnés, subissant la pression des hautes instances pour ajouter des joueurs initialement écartés. Rien ne sert depuis les années 2000, de nombreux scandales de corruption sont intervenus autour de la Fegifouté du Chili national de Guinée. Des dirigeants qui pensent avant tout à leur propre intérêt, qui se gavent sur le dos de la sélection, et tuent le sport du pays à petit feu. Le plus récent aura été le racket organisé entre le sélectionneur Paul Put et différents décisionnaires du football guinéen lors de la CAN 2019. Un triste constat peu reluisant pour les autres instances du pays. Rien ne sert d'espérer un futur radieux tant que les racines infectées sont toujours à la base de la floraison.